Bonjour, je m'appelle Étienne Berthold, je suis directeur de l'Institut EDS, Hydro-Québec, Environnement, Développement et Société, en différé de la forêt Montmorency. Je vous souhaite la bienvenue à notre université d'automne qui s'intitule Transformons nos campus en laboratoire de carboneutralité. Depuis un certain nombre d'années, particulièrement, je dirais depuis la conférence de Paris, à l'issue de laquelle il fut établi que le réchauffement climatique planétaire ne devrait pas excéder 2 degrés d'ici 2100, la lutte contre les changements climatiques se transforme petit à petit en action climatique. On entend par action climatique un engagement, une façon positive justement de s'engager dans la lutte contre les changements climatiques et qui va se manifester à la fois par une atténuation et une adaptation au changement climatique. L'atténuation désignant, si on veut, une volonté claire de réduire les émissions de GES et l'adaptation, une tentative de moduler l'environnement, l'aménagement du territoire et par extension plusieurs dimensions de la vie socio-économique pour réduire le plus possible l'empreinte des aléas climatiques sur le mode de vie des populations. Les jeunes, qu'il s'agisse des jeunes de niveau primaire, secondaire, des étudiants ou encore des jeunes adultes de 18-34 ans, sont à l'évidence un moteur d'action climatique à l'échelle internationale, un moteur très important. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer les procès climatiques dont plusieurs instigateurs sont des jeunes, les manifestations pour le climat ou plus simplement de discuter avec nos enfants au retour de l'école. Nous sommes, on s'en aperçoit rapidement, à des années-lumière des générations qui nous ont précédés sur ce point. Pourtant, et c'est le point de chute de notre université d'automne, on connaît encore très peu les raisons, les dynamiques, les processus, je dirais, qui poussent les jeunes à s'impliquer en matière d'action climatique. En ce sens-là, l'Université d'automne de l'Institut EDS vise à paver la voie à un nouveau champ de recherche en matière d'action climatique, un champ qui sera consacré à la question des jeunes et de l'action climatique. Notre institut existe depuis 15 ans. Il a comme vocation de favoriser les synergies entre les chercheurs et le développement de la recherche sur une base interdisciplinaire et intersectorielle en changement climatique et en développement durable. L'Institut EDS a comme tradition, depuis quelques années, d'orienter ses universités d'automne, ses écoles d'automne et d'été autour de thématiques qui sont à la fois théoriques mais appliquées également. C'est ce qui explique que notre école d'automne porte sur un objet précis qui est justement la décarbonisation et l'aménagement durable des campus. À travers cet objet, on va s'intéresser tout particulièrement aux préoccupations et aux solutions d'innovation qu'ont les étudiants universitaires dans l'aménagement durable de leur milieu de vie, au sens professionnel, j'entends. Et c'est à partir de ce point de chute précis que nous allons souhaiter jeter des ponts qui vont nous permettre à terme de mieux comprendre la façon dont les jeunes vivent et assument leur action climatique. Notre université d'automne prend place sur une journée et demie et va tout d'abord explorer un certain nombre de démarches institutionnelles qui visent l'aménagement durable et la carboneutralité des campus universitaires à l'échelle internationale. Nous en sommes très heureux. Nous aurons ensuite l'occasion de prendre connaissance d'expériences de leadership étudiant en matière d'action climatique à travers un certain nombre de témoignages personnels et un panel plus académique. Et ce scénario-là va nous permettre d'offrir une contrepartie très éclairante, constructive et complémentaire au point de vue institutionnel. Enfin, selon l'esprit de notre tradition dont je parlais il y a un instant, nous allons ensuite consacrer notre université d'automne à la présentation, à la discussion et à l'élaboration d'un certain nombre de projets ou d'énoncés étudiants qui visent la carboneutralité et l'aménagement durable des campus universitaires. La particularité de notre démarche à cet égard-là va être de travailler à plusieurs échelles territoriales dans une perspective internationale. On aura ainsi la chance de découvrir des expériences canadiennes, québécoises, européennes et africaines tout à fait stimulantes et je vous souhaite la bienvenue. Alors, nous sommes ici à la forêt Montmorency de l'Université Laval pour une bonne raison. Notre université d'automne porte sur la carboneutralité, la décarbonisation des campus universitaires. À l'Université Laval, on s'est doté d'une stratégie de réduction, de lutte finalement contre les changements climatiques et de réduction des GES qui se déploie finalement en 3 temps. Donc, d'abord, la mesure des émissions. Ensuite, je le disais, la réduction. Et lorsque de façon complémentaire, on dirait, mais ça devient très important pour notre politique, la compensation des émissions que les membres de la communauté universitaire ne peuvent réduire. Quel est le lien avec la forêt Montmorency? C'est que la forêt Montmorency existe depuis 1963. Elle est donc sous l'égide de l'Université Laval. C'est la plus grande forêt de recherche et d'enseignement au monde, donc qui se déploie sur plus de 400 km². La forêt Montmorency possède une tradition bicéphale. Donc, d'une part, on y pratique l'aménagement polyvalent, c'est-à-dire que par-delà la simple récolte forestière, parce qu'on y coupe du bois, évidemment, on a des fonctions de recherche et toutes sortes d'autres fonctions, jusqu'aux fonctions récréo-touristiques.
Et d'autre part, à la forêt Montmorency, c'est constitutif notre essence. On pratique les meilleurs traitements sylvicoles pour parvenir à l'épanouissement finalement des fonctions forestières. Dans cette logique-là, depuis quelques années, une dizaine d'années tout au plus, d'éminents chercheurs qui sont reliés à la forêt Montmorency et aux facultés de l'Université Laval, notamment la faculté de foresterie, géographie et géomatique et la faculté de sciences et génie, travaillent au développement et à l'accentuation de ce qu'on appelle le puits de carbone de la forêt Montmorency. Cela se fait de différentes façons, notamment justement par les traitements sylvicoles les plus appropriés. Et c'est dans cette logique qu'on a pu jusqu'à présent transformer, en fait, aménager une partie de la forêt Montmorency parce qu'il s'agit essentiellement donc de sylviculture et d'aménagement forestier dans la perspective du puits de carbone. Et la forêt Montmorency, bien qu'elle soit à plusieurs dizaines de kilomètres du campus de l'Université Laval, va jouer son rôle dans cette perspective. Donc, on est capable d'y capter plus de 14 000 tonnes de gaz à effet de serre par année. C'est donc la raison pour laquelle on se trouve ici. Et évidemment, là, on parle du principe de compensation. C'est un principe qui est structurant, extrêmement important et dont on va reparler parce qu'il pose de nombreux tenants et aboutissants, des défis et des questions dont on va reparler incessamment dans notre université d'automne qui débute à l'instant. Donc, nous commençons à l'instant par le biais d'un premier panel qui est celui qui vise justement à présenter des visions, des expériences, des visions institutionnelles d'aménagement durable et de carboneutralité des campus. Donc, panel qui permettra donc d'accueillir 4 invités. Tout d'abord, M. Benoît Front. Donc, bonjour Benoît. Donc, M. Front est vice-recteur, M. le vice-recteur pour la durabilité et le campus de l'Université Lunel, donc l'Université de Lausanne depuis 2011. Géographe de formation, il a débuté sa carrière dans une petite entreprise de géomatique avant de prendre la tête entre 2006 et 2011 du service Uniba, qui est en charge de la maintenance et du développement du campus de l'UNIL. Comme membre de la direction, Monsieur le vice-recteur est responsable de la stratégie de durabilité de l'UNIL, qui, dans une logique, je dirais, de strong sustainability, vise à réduire les impacts de l'institution sur la biosphère, de même qu'à renforcer la culture de la durabilité et à édifier des experts et des acteurs de la durabilité. Notre deuxième invitée, nous sommes très heureux de la compter parmi nous, Madame Claire Stoltz, donc, qui est vice-présidente au chapitre de la vie étudiante et vie de campus de Sorbonne Université à Paris, maîtresse de conférences en langue française à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Bienvenue, merci Madame Stoltz de votre présence. Madame Kourakan, bonjour chers collègues, chers docteurs, titulaire d'un doctorat en géographie physique. Madame Kourakan est enseignante-chercheur au département de développement durable de l'Université Alioune Diop de Bambey. Nous y avons d'ailleurs plusieurs collègues et nous les saluons. Elle est spécialiste de l'hydrologie continentale. Ses intérêts de recherche portent sur les ressources en eau, en lien avec les interactions entre la nature et la société, qui sont évidemment des thèmes centraux en hydrologie continentale. Madame Kahn est auteure de plusieurs publications portant sur l'eau, l'environnement, la vulnérabilité, les risques, la résilience et la capacité d'adaptation au changement climatique. Et finalement, M. Claude Villeneuve. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour, professeur Villeneuve. Très connu ici, notamment en Amérique du Nord et au Québec, est biologiste. Donc, depuis plus de 40 ans, professeur Villeneuve partage sa carrière entre l'enseignement supérieur, la recherche et les travaux de terrain en sciences de l'environnement. Il est actuellement professeur titulaire au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi, dirige la chaire en éco-conseil et l'infrastructure de recherche Carbone boréal, dont il nous parlera dans sa présentation. Le professeur Villeneuve a publié 13 livres, dont 5 sur les changements climatiques. Son premier livre, qui s'intitulait « Vers un réchauffement global », est particulièrement intéressant dans la logique de notre université d'automne puisqu'il a pavé la voie à la création d'une trousse pédagogique pour une première campagne d'éducation au changement climatique dans le cadre d'environnement jeunesse dans les collèges d'enseignement général et professionnel, les cégeps du Québec en 1990, il y a à peu près 30 ans, c'est donc dire. Donc, nos 4 invités prendront la parole à tour de rôle en 2 rondes. Donc, dans une première ronde, en tout au plus 5 minutes, ils nous présenteront leur expérience, leur projet d'aménagement durable ou de carboneutralité dans ces grands fondements, en mettant l'accent notamment sur le contexte
Et par la suite, je reviendrai avec une deuxième ronde en questionnant nos invités essentiellement sur les enjeux et les défis qui sont susceptibles d'entourer, de ponctuer les projets, les expériences en question. Donc, Monsieur Front, cher Benoît, puis-je t'inviter à prendre la parole? Merci Étienne, merci beaucoup à tout le monde pour l'invitation, merci à l'Institut EDS. Je me réjouis beaucoup de cette université d'automne qui nous intéresse ici à Lausanne beaucoup. Est-ce qu'on peut passer, voilà, je vous dirai clic quand il faut avancer. Donc, je vais vous présenter le plus rapidement possible le contexte et ce que nous essayons de faire à Lausanne. L'Université de Lausanne est une vieille dame puisqu'elle a été créée en 1537. À l'époque, ce n'était qu'une école de théologie pour former des pasteurs de l'Église protestante que les Bernois avaient imposée au Pays de Vaud. Aujourd'hui, c'est une grande université publique de Suisse, mais ça reste une institution assez modeste à l'échelle européenne. Juste par comparaison, l'université La Sapienza de Rome comprend autant d'étudiants universitaires que le total des universités suisses. C'est dire que nous sommes un tout petit pays. Alors, Lausanne, c'est la capitale olympique, le siège du CIO, du Comité international olympique. C'est une ville d'environ 250 000 habitants si on prend toute l'agglomération pour vous donner une idée. Le campus principal de l'Université de Lausanne, d'Origny, se trouve un peu en dehors de la ville, un peu d'ailleurs comme à Québec. Euh, il jouxte celui de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, la fameuse EPFL, et les deux institutions constituent un campus d'environ 35 000 personnes au bord du lac. Vous en voyez une photo ici sur l'image. Alors, nous avons des grands espaces verts, une petite forêt, seulement 11 hectares, donc ça n'a rien à voir avec les 400 km² de celle de Montmorency. Mais nous y pratiquons de la foresterie respectueuse, mais aussi de l'agriculture écologique. Si nous avons encore quelques parkings qui sont la marque de la construction dans les années 60-70, le campus est très bien desservi par les transports publics, ce qui permet à 80% des usagers de le rejoindre autrement qu'en véhicule privé, c'est-à-dire à pied, à bicyclette, en bus ou en métro. Voilà pour le contexte. Alors, on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Vous avez certainement déjà entendu et vu le schéma des trois cercles du développement durable. Comme l'a suggéré Étienne, nous, à l'UNIL, on a un problème avec cette façon de représenter les enjeux auxquels notre monde doit faire face. Pour faire court, ces enjeux du réchauffement global, de la perte de la diversité, etc. On a donc un problème avec ces trois sphères parce qu'il postule que ces trois sphères doivent évoluer indépendamment l'une de l'autre. Pour nous, il est préférable de tenir compte du fait que nous vivons sur une planète finie, à l'intérieur duquel les limites de la biosphère, nous devons pouvoir, à l'intérieur de la biosphère, développer notre activité en tenant compte du fait que les ressources ne sont ni inépuisables, ni substituables par des subterfuges techniques. C'est ce qu'on appelle la strong sustainability. Et c'est pour cette raison qu'on utilise le mot durabilité plutôt que développement durable. Et c'est aussi pour cette raison que nous vous proposons où nous proposons d'utiliser les fameuses SDG qui, dans l'image précédente, étaient représentées toutes de la même façon, c'est-à-dire avec la même importance. Nous proposons, comme Johan Rockström du Stockholm Resilience Center, de représenter sous forme de ce qu'il appelle le wedding cake. Alors, on peut passer à la suivante, c'est-à-dire il y a des SDGs qui comprennent les autres en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la durabilité forte. Donc, on peut résumer, on peut passer à la suivante, la stratégie de l'Université de Lausanne en matière de durabilité en 3 points. Nous avons défini ce que nous entendions par durabilité, c'est ce que je viens d'essayer de vous expliquer très rapidement.
Pour nous, il est fondamental de nous entendre sur une base commune, sinon on dit n'importe quoi ou on met n'importe quoi sous le terme de durabilité et on ne passe jamais à l'action. Deuxième élément, la direction a défini que la durabilité était l'une des 4 priorités de sa politique pour la durée de son mandat qui en l'occurrence, va de 2016 à 2021. Nous voulons contribuer à l'émergence d'une société plus durable et pour cela, nous nous sommes fixés 3 objectifs qui sont ici écrits. Premièrement, réduire nos impacts directs et indirects sur la biosphère. Deuxièmement, renforcer la culture de base de la durabilité. Et troisièmement, être expert et acteur de la durabilité. Et nous avons des résultats concrètement, puisque cette stratégie se développe déjà depuis 9 ans, puisque comme ça a été dit au départ, je suis déjà en poste depuis 2011. Ça nous a permis d'atteindre un certain nombre de résultats. Ici, nous avons créé, c'est résumé ici dans ce cadran, les résultats. Nous avons créé un centre interdisciplinaire de durabilité. Nous avons obtenu un label de la Confédération suisse qui est site à 2000 watts. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pourrais le faire plus tard. Et nous avons obtenu un classement de la part du WWF des universités suisses et nous sommes en premier sur ce classement. Notre centre interdisciplinaire de durabilité, un petit peu comme l'Institut EDS, qui d'ailleurs nous a un peu servi de modèle, est un centre qui réunit 400 enseignants-chercheurs et de plus en plus d'acteurs externes à l'institution pour coordonner en fait l'ensemble des actions en termes de durabilité que l'université met en place. Notre défi pour l'avenir, c'est faire de l'université une institution de recherche et d'enseignement qui joue un rôle dans l'émergence d'une société durable en s'appuyant sur sa communauté, ses étudiants et ses chercheurs. Et pour cela, elle utilise son campus comme un laboratoire vivant sur lequel elle peut appliquer ses idées, tester des propositions, les présenter à la société, recueillir des idées de l'extérieur, les mesurer, les évaluer, les diffuser au sein des enseignements, et évidemment recommencer tout en sachant qu'on essaye de rester dans les limites de la biosphère. Alors, dans le dernier slide, je vous propose quelques projets, mais on ne va pas avoir le temps de les commenter tous, qui sont des projets que les étudiants réalisent ou ont réalisé. Alors, par exemple, dans le domaine événementiel, l'an dernier, l'Université de Lausanne a accueilli pendant une semaine le sommet européen des grèves du climat, Smile for Future. Et là, vous voyez que c'est essentiellement des étudiants et des jeunes pour le climat qui souhaitaient se rencontrer avec des scientifiques. Alors, Greta Thunberg, qui n'est pas encore une universitaire, mais qui était là, et qui était ici en grande discussion avec notre prix Nobel Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie 2017. L'idée, c'était de rencontrer les chercheurs qui sont à la pointe des sciences du climat et les jeunes, les étudiants, pour voir comment continuer dans ces mouvements dont on va parler tout à l'heure pendant cette université d'automne. Toujours dans l'événementiel, il y a une semaine de la durabilité qui s'organise depuis quelques années à Lausanne, mais ailleurs, et ce sont que les étudiants qui organisent ça. Nous avons aussi des initiatives plus durables, plus quotidiennes, je dirais, comme un marché qui est organisé chaque semaine, à part pendant le Covid, malheureusement, qui est un marché aux légumes organisé entièrement par les étudiants. Un atelier vélo, qui est un atelier où les étudiants offrent la possibilité de réparer son vélo pour une modeste somme ou d'acheter un vélo d'occasion qui a été entièrement révisé par des mécanos qui sont eux-mêmes des étudiants. Et puis, dernier exemple, le Vorace, l'épicerie locale et participative,
qui fera l'objet d'une présentation demain, si tout va bien et si les étudiants se réveillent à l'heure. Les nôtres, comme c'est l'après-midi, chez nous, ça devrait aller. À chaque fois, ces projets sont le résultat d'un dialogue entre l'institution et les associations étudiantes en essayant de privilégier le caractère reproductible de la démarche. C'est ainsi notamment que nous tâchons d'être un laboratoire vivant de la durabilité. Ça ne se fait pas sans défi, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis, pour finir, je ne résiste pas à vous montrer une dernière photo. C'est l'image de notre prix Nobel. Vous pouvez passer à la suivante. Qui, pour fêter son prix Nobel, a reçu une place de parc, comme ça se fait dans les plus grandes universités américaines, mais c'est une place de parc pour vélo. Merci de votre attention. C'est un grand honneur. Merci, Monsieur le vice-recteur, pour cette présentation très inspirante. J'inviterai peut-être maintenant Madame Stolz à prendre la parole. Je vous remercie. Donc, en ce qui concerne le contexte, nous avons, nous aussi, comme pour Lausanne, choisi de vous présenter un plan qui vous montre que Sorbonne Université, d'une part, est une université récente, même si la Sorbonne a été fondée en 1257. En fait, Sorbonne Université a été créée en janvier 2018 et résulte de la fusion de l'ex-UPMC, Université Pierre et Marie Curie, Université de Sciences et Ingénierie et de Médecine, avec Paris-Sorbonne, qui était donc l'Université de Lettres et Sciences humaines. Et donc, Sorbonne Université est structurée en 3 facultés qui sont représentées sur la carte par des triangles jaunes, bleus et rouges. Donc, la faculté des lettres, dont les sites apparaissent avec les triangles jaunes. La faculté de sciences et ingénierie, ce sont les triangles bleus. Et enfin, la faculté de médecine, qui donc est représentée par les triangles rouges. Donc, cette histoire est importante parce que cela veut dire que nous abordons le développement durable avec 3 cultures différentes, 3 traditions différentes, 3 parcours même différents en ce qui concerne le développement durable. La deuxième caractéristique de Sorbonne Université, c'est que, comme vous pouvez le voir, elle est installée pratiquement complètement à Paris intramuros, c'est-à-dire que en dehors de Paris, vous voyez sur la petite carte de France qui est en dessous du plan parisien, il y a 3 laboratoires marins en bord de mer, donc sur la Méditerranée et sur l'océan Atlantique. Mais c'est vraiment des petites structures. Et donc, pour l'essentiel, vraiment, Sorbonne Université est entièrement installée à l'intérieur de Paris, contrairement à beaucoup d'autres universités françaises qui se déploient sur de grandes régions, les 2 plus grandes de ce point de vue-là étant sans doute l'Université de Lorraine, qui se déploie sur un vaste territoire à l'est de la France, et l'Université d'Aix-Marseille, qui se déploie sur un large territoire dans le sud-est de la France. Et donc, ça a un très grand retentissement, cette caractéristique, sur les pratiques de transport. Alors qu'Aix-Marseille doit, par exemple, utiliser massivement la voiture pour les déplacements entre différents sites universitaires, eh bien, à Sorbonne Université, on peut utiliser essentiellement les transports en commun, le vélo, la marche à pied, d'autant que je vous rappelle que Paris est une ville très dense, mais très peu étendue. La superficie de Paris, c'est 105 km², alors que Londres, à l'inverse, c'est 1500. Québec, c'est, je crois, j'ai cherché 484 km². Exact, exactement. Voilà.
Donc, c'est un caractère important parce que finalement, à part l'utilisation de l'avion pour les nombreux colloques internationaux, eh bien, la communauté universitaire de SU utilise des déplacements qui ont un relativement faible impact en carbone. Troisième et dernière caractéristique contextuelle, on a un bâtimentaire extrêmement divers dans cette université, mais qui est le plus souvent ancien, voire très vétuste. Et donc, on a des bâtiments qui sont évidemment des bâtiments quasiment historiques. Par exemple, le bâtiment de la Sorbonne, hein, lui-même, bien évidemment, qui d'ailleurs est administré par le rectorat et non pas par Sorbonne Université. Mais on a d'autres bâtiments qui sont tout à fait semblables à celui-là. Et nous avons un campus moderne des années 60, donc avec tout l'impact négatif sur l'environnement que pouvait avoir le bâtimentaire de cette époque avec le campus Jussieu, qui est donc celui de la faculté des sciences et ingénierie. Et puis, nous avons un seul campus qui a moins de 10 ans, qui est le campus Clignancourt. Voilà. On peut passer maintenant à la deuxième diapositive, si vous voulez bien. Voilà. Donc, dans cette diapositive, on vous montre finalement les objectifs que nous poursuivons. Et donc, l'objectif essentiel, c'est engager l'ensemble des forces, les enseignants-chercheurs, les BIATS, c'est-à-dire les administratifs, et bien sûr les étudiants. Donc, nous sommes très attachés à cet objectif, c'est-à-dire que nous souhaitons que notre politique de développement durable ne soit pas un ensemble de mots creux, mais qu'elle soit véritablement mise en œuvre. Et cette mise en œuvre se fera si nous avons l'adhésion de la communauté. Et donc, vous voyez la devise de mon collègue Dominique Patron, qui aurait dû faire cet exposé, qui est le vice-président vraiment en charge du développement durable, et qui dit tout le temps, il vaut mieux faire 1 kilomètre avec tout le monde plutôt qu'un marathon avec les plus engagés et 1 mètre avec les autres. Voilà. Donc, du point de vue de l'organisation de notre politique de développement durable, voilà comment cela s'est passé. Le début a été mis en route à l'initiative des étudiants. Et ça montre bien la pertinence du thème de votre colloque d'aujourd'hui, de votre université d'automne d'aujourd'hui. C'est à l'initiative des étudiants élus et avec des étudiants élus et associatifs, car nous avons aussi des associations qui travaillent spécialement, des associations étudiantes qui travaillent spécialement sur l'environnement. C'est donc à leur initiative qu'il a été décidé de créer un groupe de travail sous l'égide du conseil d'administration pour élaborer une charte du développement durable qui a été présentée et votée en conseil d'administration en octobre 2019, ainsi qu'un plan d'action. Et donc, suite à ce groupe de travail qui contenait donc les vice-présidents, le vice-président développement durable, moi-même au titre de vice-président vie étudiante et vie de campus, des représentants des 3 facultés, donc ça c'est lié à notre structure, mais aussi donc des représentants étudiants, des représentants des associations étudiantes et des experts, en particulier une personne issue de l'ITE, c'est l'Institut de transition environnementale, qui est un institut qui mène le même genre de travail que l'EDS à Laval, voilà, et sur lequel je reviendrai peut-être un petit peu plus tard.
Et donc, après avoir fait ce travail de charte et de plan d'action, cette année, nous avons un groupe de suivi des actions. Et donc, ce groupe qui comporte à peu près les mêmes acteurs, c'est-à-dire toujours les vice-présidents, les représentants des 3 facultés, les représentants étudiants, donc des élus, et enfin l'expert de l'ITE, suivent l'avancement du plan d'action. Et donc, on peut voir peut-être la 3e et dernière diapo. Voilà. Donc, les thèmes déclinés sont les suivants. Donc, le transport avec un plan vélo particulièrement développé et avancé, dont je vous parlerai peut-être dans la 2e table ronde. L'enseignement et la recherche, les bâtiments, le travail sur le bâtimentaire, qui pour nous est vraiment compliqué. Le travail sur les déchets, donc le tri des déchets, la politique des achats, donc comment avoir des clauses environnementales dans toute notre politique d'achat, le travail sur le numérique et le papier, et enfin le travail sur la communication. Et je voudrais ajouter, même si j'en reparlerai dans la 2e partie, que dans la communication, on ajoute en particulier un addendum à la charte vie associative étudiante. Donc, dans cette charte vie associative étudiante, on avait déjà intégré un addendum sur l'égalité et contre la discrimination et le sexisme. Et donc là, on ajoute un addendum sur le développement durable. Voilà. Merci infiniment, Madame la vice-présidente, pour cette présentation très intéressante et stimulante. Et j'ai notamment retenu l'idée de mieux vaut faire 1 kilomètre avec tout le monde qu'un marathon avec les plus engagés. Donc, je pense que c'est un très bel adage et une très belle philosophie d'action. Merci encore. Je me permettrai maintenant de passer la parole à Madame Kourakan. Madame Khan, êtes-vous disposée à intervenir, s'il vous plaît, à ce moment-ci? Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers participants à cette université d'automne. Je vais d'abord commencer par remercier les organisateurs de ce panel qui nous permet d'échanger sur les enjeux de la carboneutralité dans les campus. Il faut dire que des concepts ne manquent pas pour mettre en œuvre les stratégies d'adaptation face aux impacts des changements climatiques. Il s'agit de la décarbonisation, carboneutralité, etc. Alors, qu'en est-il pour ce qui concerne l'Université Alioune Diop de Bambey? Je vais vous présenter la situation et je vais également dégager des perspectives. Slide suivant. Alors, l'Université Alioune Diop de Bambey se trouve là, à l'ouest du Sénégal, dans la commune de Bambey. Donc, cette commune se caractérise par une faible pluviométrie et dans cette zone, donc, il n'y a pas de cours d'eau ni de mer. Donc, il y a une absence de vallée et des eaux de surface. Donc, il n'y a que des mares temporaires qui sont alimentées par la pluviométrie qui est très variable au niveau de la zone sahélienne. Donc, si vous voyez sur l'image à gauche, c'est le campus universitaire. Donc, au niveau de ce campus universitaire, nous avons 3 UFR. UFR statique, UFR économie et UFR santé et développement durable. Et dans cette université, donc, nous avons mis en place quand même des stratégies pour s'adapter par rapport aux contraintes du site. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, il faut dire que le rectorat avait mis en place une direction
qui s'occupe de l'environnement, du cadre de vie et de l'amélioration des conditions de vie au niveau du campus face à ces contraintes du site. Donc, par un arrêté rectoral, donc cette direction de l'environnement a été créée en 2015. Et cette direction de l'environnement, elle a mis en place plusieurs programmes, dont l'entretien des espaces verts, mais également l'aménagement de nouveaux espaces. Donc, et cette direction de l'environnement également, elle a plusieurs programmes et des axes fondamentaux. Dans ces axes fondamentaux, on a également une université verte et on a également un slogan, un citoyen, un arbre. Alors, pourquoi ce slogan, un citoyen, un arbre? Il faut dire que l'Université olympique de Bambey organise chaque année une journée de l'arbre. Donc, cette journée de l'arbre est organisée en début de saison pluvieuse. Donc, il faut dire que au niveau de la zone sahélienne, donc c'est une zone qui est caractérisée par 2 saisons. Ce n'est pas comme en zone tempérée. On a la saison sèche et on a la saison pluvieuse qui commence à partir de juin jusqu'en octobre. Donc, c'est à chaque début d'hivernage, donc on plante des arbres. Et sur cette image-là à droite, vous voyez l'évolution des arbres qui sont plantés. Et cette journée de l'arbre également voit la participation de toute la communauté universitaire, à savoir les étudiants, le personnel administratif et technique, les enseignants-chercheurs et même le recteur que vous voyez sur cette image. Donc ça, c'est notre ancien recteur, le professeur Lamine Gueye. Il faut dire également que l'Université olympique de Bambey a créé un département de développement durable. Donc, ce département articule l'offre de formation sur les 3 piliers du développement durable et elle combine une recherche pluridisciplinaire et un enseignement qui est adapté à la problématique du développement durable. Nous avons également des associations d'étudiants qui travaillent également sur le développement durable. Les étudiants, quand ils vont faire leur présentation demain, ils vont y revenir largement. Slide suivant. Alors, sur cette figure, vous voyez une évolution des arbres plantés. Donc, ça a commencé depuis 2016. 2016, donc, l'Université olympique de Bambey a pu planter plus de 250 arbres. Ce sont des arbres qui sont constitués d'arbres ombragés. En 2017, l'université a planté 500 arbres, constitués également d'arbres ombragés. En 2018, l'université a planté plus de 1000 arbres. Donc, ces arbres sont constitués d'arbres ombragés, mais également d'arbres fruitiers. Et en 2019, l'université a planté à peu près 850 arbres. En 2020, il n'y a pas eu de campagne de reboisement à cause notamment du Covid. Donc, si vous voyez sur cette image, donc, il y a une baisse de l'évolution des arbres plantés entre 2018 et 2020. Donc, cette baisse s'explique tout simplement par le fait que l'Université olympique de Bambey ne dispose pas de pépinière. Donc, ça, c'est une contrainte que l'université doit lever. C'est un défi pour l'université de mettre en place une pépinière. Donc, l'université ne dispose pas de pépinière. Donc, à l'approche de la journée de l'arbre, donc, l'université fait appel au service des eaux et forêts ou bien aux parcs nationaux. Donc, et eux, ils ne donnent que des plans qui sont disponibles. Slide suivant. Donc, pour également lever les contraintes par rapport au site, donc l'Université olympique de Bambey également met en place un bâtiment avec des stratégies bioclimatiques pour un peu diminuer les gaz à effet de serre. Donc, ce bâtiment est conçu de telle sorte que la climatisation
qui est un facteur très déterminant dans les rejets de gaz à effet de serre, ne soit pas utilisé. Donc, vous voyez, la toiture, cette toiture-là permet de protéger les bâtiments contre les rayons solaires. Et également, ici, en bas à droite, donc vous voyez des triangles. Donc, ces triangles-là, c'est pour laisser passer l'air et empêcher également les rayons solaires d'entrer au niveau du bâtiment. Ce qui fait qu'au niveau du bâtiment, la température elle est réduite de moins 10 degrés par rapport à l'extérieur du bâtiment. Donc, il fait plus frais au niveau de ce bâtiment. Également, les eaux usées qui sont collectées sont déversées au niveau des bassins de rétention. Et dans ces bassins-là, on a développé des végétations qui sont adaptées par rapport au milieu. Et ces eaux-là peuvent être réutilisées également pour l'arrosage pour les arbres qui sont plantés. Slide suivant. Également, l'Université Alioune Diop de Bambey utilise de l'énergie propre. Sur ces images-là, c'est un forage qui est implanté au niveau du site de Diourbel. Donc, je ne l'avais pas dit au préalable, mais l'Université Alioune Diop de Bambey est constituée de 4 sites, à savoir Bambey, Diourbel, Ngoundiane et Dakar. Et au niveau du site de Diourbel, on a mis en place un forage qui utilise de l'énergie solaire pour faire démarrer le forage. Donc, l'université contribue de façon significative au développement durable dans cette zone. Slide suivant. Donc, il faut dire en termes de perspective. En termes de perspective, l'Université Alioune Diop de Bambey a mis en place un plan vert. Donc, ce plan vert, c'est un document institutionnel pour promouvoir le développement durable à travers une série de projets qui visent la protection de l'environnement, également la préservation de l'environnement. Il faut dire in fine, donc à travers l'aménagement des espaces verts, à travers l'utilisation de l'énergie solaire, les aspects sociaux, économiques, les aspects écologiques, les aspects énergétiques, nous cherchons à opérer des ruptures comportementales. Et l'Université Alioune Diop de Bambey contribue de manière très significative à la carboneutralité ou bien à la décarbonisation et également participe à la mise en œuvre d'une université durable. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, chers collègues, de nous avoir présenté cette belle expérience qui est très inspirante. Et je retiens notamment également dans ce cas-ci un bel adage qui personnifie l'essence de l'expérience. Donc, un citoyen, un arbre. Donc, merci infiniment, chers collègues, très apprécié. À ce stade-ci, j'inviterai le professeur Villeneuve, s'il vous plaît, à prendre la parole. Oui, bonjour. Merci aux collègues. Si j'ai bien compris, notre 5 minutes est un 5 minutes US, donc je me permettrai quand même de ne pas trop le dépasser. Ma présentation va être un peu différente de celle des collègues, étant donné que je vais vous parler d'une initiative qui est née de la recherche et qui vise à soutenir la recherche à travers des actions qui sont directement imputables à la carboneutralité du campus, mais aussi à une carboneutralité beaucoup plus étendue qui peut permettre un outil pour d'autres campus, d'autres qui n'ont pas la chance d'avoir, comme nous, accès à des grands espaces. L'Université du Québec à Chicoutimi est une université qui célèbre son 50e anniversaire, qui l'a célébré l'an dernier, son 50e anniversaire. Et c'est une université de région. Et quand je parle du territoire où se déploie Carbone Boréal, on parle d'une superficie de 65 000 km², pas 65 000 hectares, 65 000 km². Et sur cet espace, il y a largement de quoi amuser les scientifiques. Donc, la prochaine, s'il vous plaît. Depuis 1958, on mesure à l'Observatoire de Mauna Loa à Hawaï la concentration de CO2 de façon journalière.
Et ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de la moyenne de la concentration qui est passée d'environ 310 parties par million en 1958 jusqu'à 410 aujourd'hui. Et cette évolution, en fait, est le principal symptôme du fait que nos émissions de gaz à effet de serre sont le moteur des changements climatiques. Vous remarquez que à travers l'évolution de la moyenne, qui est la ligne au centre du graphique, vous avez une variation interannuelle qui est très constante et qui se répète d'une année à l'autre. La prochaine. Cette variation-là, que vous voyez grossie sur le graphique qui vient de la même source, en fait, nous montre que la concentration de CO2, la concentration de CO2, elle évolue du mois d'octobre au mois de mai en augmentant et qu'elle diminue par la suite du mois de mai au mois d'octobre. Et ce cycle-là se répète chaque année simplement parce que c'est le signal de l'été et de l'hiver, donc de la saison dans l'hémisphère nord, et en particulier, c'est un peu le signal de la captation du carbone par la forêt boréale. Donc, du mois de mai où les arbres commencent à faire leur feuillaison jusqu'au mois d'octobre où on perd les feuilles, vous avez une absorption significative à l'échelle planétaire de CO2. Donc, vous voyez là un phénomène. La prochaine, s'il vous plaît. Dans la forêt boréale, il y a des zones qui sont naturellement dégarnies. Donc, il n'y a pas une densité optimale partout. Alors, ce qu'on a imaginé en 2001, moi j'étais parmi les gens qui ont négocié les mécanismes de flexibilité pour le protocole de Kyoto, et un des mécanismes de flexibilité était l'afforestation, c'est-à-dire de créer des forêts là où elles ont été dégradées naturellement ou par l'action humaine, et que ces forêts-là étaient dégarnies avant 1990 et d'en faire des forêts productives. Donc, l'hypothèse qu'on a eue, c'est qu'on pouvait accentuer la captation du CO2 en regarnissant des zones qui sont ouvertes pour les transformer en forêts fermées. La prochaine. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, une hypothèse entre chercheurs, un étudiant qui a fait sa maîtrise, qui a été publié par la suite, et qui nous a permis, en faisant l'analyse de cycle de vie, de 26 processus qui mènent à l'afforestation, à la plantation des arbres, et de voir que sur une période de 70 ans, 1 hectare de l'arbre le moins performant dans les pires conditions nous permettait de capter 280 tonnes nettes de CO2. On s'est donc dit, on va essayer de planter des arbres dans ces zones-là qui ne se régénéreraient pas naturellement, et on va en faire un immense laboratoire de recherche. Ce laboratoire de recherche-là, il est constitué de plantations qui sont en dispositif de recherche, donc qui peuvent être interrogées dans la durée. On peut retourner après 10 ans, après 20 ans, mesurer les arbres et vérifier si les courbes qui ont été posées comme hypothèse à travers les simulations se réalisent plus ou moins, et donc à ce moment-là, renforcer la science autour de la remise en état de territoire dégradé pour la captation du carbone. C'est donc quelque chose de complètement innovateur. La suivante. En 2008, on a décidé de tester une autre hypothèse, c'est-à-dire que si on est capable de faire de l'afforestation, si on est capable de capter plus de CO2, si on est capable de se qualifier pour l'afforestation,
On peut donc se qualifier pour le marché du carbone volontaire qu'on a voulu mettre en place en mettant toutes les exigences des normes du marché du carbone pour créer Carbone Boréal. Carbone Boréal, donc, c'est un programme qui a été chercher une façon originale de financer la recherche, un socio-financement de la recherche, c'est-à-dire qu'on a vendu pour la compensation carbonique, on a vendu les émissions captées par les arbres qui ont été plantés dans nos dispositifs de recherche en respectant les règles du marché du carbone. Donc, on a un peu plus d'1,5 million d'arbres de plantés actuellement. Il y a 6071 compensations qui ont été reçues depuis 2008, qui sont dans un registre qui est public. Il y a 95 000 tonnes de CO2 qui ont été compensées. Vous avez toutes sortes de monde qui a participé à Carbone Boréal, y compris des institutions, je reviendrai tout à l'heure. C'est pas seulement au Québec, il y a aussi des gens, on parlait tantôt de l'Université de Lorraine. L'Université de Lorraine compense avec Carbone Boréal certaines émissions qui sont liées à une manifestation qui s'appelle les Défis du bois à Épinal, ça depuis 2012. On a aussi des gens des États-Unis, d'un peu partout, qui compensent. Et le registre des compensations, si vous voulez le consulter, est accessible en ligne. Tout ça est quantifié selon la norme internationale ISO 14064, la deuxième partie, et c'est vérifié par le Bureau de normalisation du Québec à période de 5 ans. Et vous pouvez trouver tous les détails sur le site Carbone Boréal que je vous encourage à aller voir parce qu'il y a des réponses à toutes les questions qu'on peut imaginer, y compris sur le phénomène des changements climatiques, le rôle de la forêt et autres informations pertinentes sur les manières de quantifier les espèces qui sont plantées, les localisations des plantations. Je voulais mentionner le registre et il y a possibilité de calculer ses propres émissions ou les émissions d'un bâtiment. Et c'est d'ailleurs la prochaine. C'est d'ailleurs ce que sont la raison d'être et la vocation de Carbone Boréal. Comme c'est une infrastructure de recherche, ça veut dire que ça appartient à l'université. C'est sous la responsabilité du conseil d'administration. Son objectif, c'est d'établir un réseau de plantations expérimentales qui permettent de faire de la recherche à long terme sur le rôle de la forêt boréale dans l'adaptation au changement, la lutte et l'adaptation au changement climatique. Ça vise à utiliser les mécanismes de marché du carbone volontaires pour encourager le sociofinancement de la recherche. On a pu récolter 2,8 millions de dollars avec ce mécanisme-là pour la recherche à l'heure actuelle. Ça permet de créer un capital parce que 20% des sommes qui sont reçues du sociofinancement sont capitalisées et donnent des intérêts. Les intérêts permettent de donner des bourses aux étudiants. Les revenus permettent de donner des bourses aux étudiants et d'engager des professionnels ou d'engager du personnel hautement qualifié, comme par exemple des post-doctorants. C'est ça. Donc, on engage aussi des étudiants tous les étés pour travailler sur nos recherches. Et ça vise aussi à éduquer le grand public sur le rôle des forêts dans la lutte au changement climatique. La prochaine. Alors, notre régie est très stricte. D'ailleurs, ce mois de mai, Protégez-vous a fait une analyse de tous les programmes de plantation d'arbres et Carbone Boréal sort premier de classe de cette évaluation-là. La prochaine. Et si je regarde, pour en revenir à la carboneutralité des campus, les universités, cégep et écoles secondaires
ont déjà compensé plus de 1000 tonnes de CO2. Et vous voyez, l'Université du Québec à Chicoutimi, depuis 2017-2018, est carboneutre. Elle est carboneutre pour ses bâtiments, donc elle compense toutes ses factures d'énergie avec carbone boréal pour l'équivalent d'à peu près 1600 tonnes, 1500 tonnes par année. Ces chiffres-là, donc, sont disponibles. Donc, on a pu, à partir d'une intuition de recherche, de la collaboration d'un étudiant qui a fait sa maîtrise, de la mise en place de partenariats avec les ministères, avec les agriculteurs, on a pu créer des plantations qui nous permettent aujourd'hui d'offrir à l'Université du Québec à Chicoutimi un moyen d'être carboneutre pour ces bâtiments. J'avais convenu que les 2 diapositives qui restent seront traitées dans la partie de discussion qui suit et je ne crois pas avoir dépassé trop mon 5 minutes. Merci. Merci, cher professeur Villeneuve. C'est une très belle expérience carbone boréal qui nous est agréable de découvrir. On a ici une expérience de carboneutralité extrêmement déployée qui est inspirante, honnêtement, pour plusieurs universités et qui vraiment est, je dirais, très enracinée dans le contexte de notre forêt boréale. Merci infiniment. Je souhaiterais vous entendre, chers panélistes, dans une deuxième ronde très, très rapide, peut-être d'une manière très synthétique, en vous demandant quel est, pardon, à votre avis, le principal enjeu ou le principal défi qui se pose, le principal défi, donc qui peut se poser à l'expérience pardon, que vous nous avez présentée en matière d'aménagement durable ou de carboneutralité. Donc, c'est ça, si je vous en demandais un, et dans une perspective très synthétique, donc un enjeu ou un défi, est-ce que je peux me retourner vers toi, Benoît, pour cet exercice difficile? Et c'est un exercice difficile, en effet, mais je crois qu'en m'inspirant un petit peu de ce qui a été présenté par Madame Stolz tout à l'heure, j'ai l'impression que le premier défi est la participation de l'ensemble des membres de la communauté. Et en particulier dans une communauté universitaire qui a des intérêts scientifiques de toutes sortes, il est difficile, c'est un défi de mettre tout le monde autour de cette tâche immense qui est de viser la carboneutralité. Pour beaucoup de collègues, cette question existe, elle est importante, mais elle n'est pas la première. C'est forcément pas le souci principal de chercheurs dont le sujet n'est pas forcément cela. Le constat que je fais, pour peut-être aller dans un début dans une esquisse de solution, c'est que autant du côté des enseignants-chercheurs, c'est compliqué, autant du côté des étudiants, il y a une attente très forte. Et ceci, quel que soit en tout cas c'est le constat que je fais à Lausanne, quel que soit le cursus de formation. Et il y a une grande attente de la part des étudiants, des fois une attente un peu démesurée d'ailleurs, de la part des étudiants vis-à-vis de l'institution pour qu'elle fasse avancer cette problématique-là. Mais en même temps, c'est une solution puisque lorsque les étudiants font état de leurs attentes, lorsqu'ils proposent des solutions, lorsqu'ils font des manifestations publiques, lorsqu'ils s'engagent dans les structures participatives de l'institution en demandant à plusieurs reprises fortement que l'institution prenne en charge ces questions-là. Ça fait bouger les lignes. Mais ça reste très difficile et on se retrouve souvent devant des gens qui sont très impatients
qui en plus sont là pour seulement quelques temps, puisque les études durent 3, 4, 5 ans, parfois un peu plus longtemps lorsqu'il y a un doctorat. Mais souvent, ça ne suffit pas pour faire vraiment bouger les choses. Et il faut recommencer encore et encore à pousser. Mais je pense que souvent, ça vient de là, quoi. Merci Souvent, infiniment, très éclairant. le Madame défi est Stolz? de garder ça, quoi. Merci, Benoît. Merci infiniment, Monsieur le vice-recteur. Madame Stolz, puis-je vous repasser la parole? Est-ce que vous entrevoyez un enjeu ou un défi principal à la démarche d'aménagement et de développement durable que vous nous avez présenté dans le contexte très particulier, bien sûr, qui est le vôtre? Oui, alors je rebondis sur ce que vient de dire notre collègue et donc je pense que ce qui est corollaire à la volonté d'embarquer tout le monde, c'est la transversalité des actions à mener et donc que ce soit une transversalité, je dirais, thématique, c'est-à-dire traiter un thème qui concerne tous les membres de la communauté universitaire. Et donc, par exemple, le plan vélo que nous mettons en place, ça concerne absolument tout le monde. Ça concerne les enseignants-chercheurs, ça concerne les administratifs, ça concerne les étudiants. Et c'est en plus quelque chose qui dépasse les murs de l'université, puisque non seulement, bien sûr, on a donc des actions d'installation de parking à vélo, de recharge électrique pour les vélos électriques, etc., sur les campus, mais également on a des négociations avec la ville de Paris pour installer des parkings pratiques autour des campus et également pour créer des sites protégés pour aller d'un campus à l'autre à travers Paris. Donc là, voilà un exemple d'action transversale, je dirais un peu thématique. On pourrait dire la même chose, par exemple, avec ce que nous essayons de faire sur le numérique. C'est aussi quelque chose qui concerne à la fois les enseignants-chercheurs, les étudiants, les administratifs, avec une charte d'utilisation du numérique. Voilà. Et puis, il y a également une transversalité que j'appellerais structurelle. C'est-à-dire que, par exemple, on veut mettre en place des enseignements de développement durable, portant sur le développement durable, qui soient des modules transversaux, c'est-à-dire accessibles aux étudiants, quel que soit leur cursus. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que comme évidemment on se heurte à des problèmes d'emploi du temps, etc., puisque ce sont des étudiants qui viennent de toutes les filières qui pourront suivre ces cours, eh bien, c'est le lieu de développer les enseignements hybrides, c'est-à-dire à moitié à distanciel, à moitié en présentiel. Et donc, c'est un lieu de très grande modernité pédagogique. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a un facteur entraînant et entraînant de l'ensemble de la communauté. Voilà. Donc, voilà deux exemples. Et puis, évidemment, la question de la formation des associations étudiantes, donc avec la création de référents étudiants en développement durable dans chaque association qui sont formés et qui peuvent valoriser cette formation, soit par des ICTS, donc ça compte comme un module, soit dans le dispositif de valorisation de l'engagement étudiant que l'on met en place en France et donc qui permet d'obtenir là encore soit quelques ICTS, soit un supplément au diplôme. Voilà. Et donc, tout ça, ce sont des actions qui sont très fédératrices et qui peuvent permettre d'embarquer le maximum de monde. Merci Voilà. infiniment, Madame la vice-présidente. Nous avons plusieurs étudiants à l'écoute, donc je sais que votre propos aura de profonds échos. Madame Khan, puis-je me retourner vers vous en vous demandant, s'il vous plaît, de m'identifier, le cas échéant, un enjeu et un défi d'une façon très synthétique, s'il vous plaît? Le principal défi, c'est de mettre en œuvre une gestion intégrée qui s'inscrit dans la durabilité. Tout à l'heure, j'avais parlé du plan vert que l'université a élaboré. Donc, dans ce plan vert-là, on a des projets qu'on va mettre en œuvre. Donc, et dans ces projets-là, on veut relever des défis comme mieux améliorer le cadre de vie des étudiants, des enseignants-chercheurs, etc.
Donc, on veut mettre également l'accent sur l'éducation, la formation, la sensibilisation, etc. Avec la mise en place de ce département de développement durable. J'avais dit tout à l'heure que les étudiants, donc chaque cohorte, il faut dire qu'ils se regroupent en association et ces associations-là travaillent dans le cadre du développement durable, une meilleure amélioration du cadre de vie. Donc, également, comme défi, on a la promotion de la recherche appliquée et de l'innovation en développement durable. Donc, et dans ce défi-là, donc, on veut, comme projet, mieux améliorer l'énergie, etc. Et également le développement de partenaires durables. Donc, ça aussi, c'est un défi qu'on doit relever. Et également la gouvernance universitaire et le développement durable. Et il faut dire également qu'avec ce plan vert, on a aussi l'ambition de mettre en place une charte verte pour, dans l'ambition également de mieux nous organiser et aboutir à une université verte, une université durable. Je vous remercie. Merci, chers collègues, très apprécié. Donc, Monsieur Villeneuve, pour terminer, y a-t-il un défi qui vous semble vraiment important ou une contrainte, un défi particulier à toute cette entreprise de carboneutralité très déployée? La pire chose qui peut exister à l'heure actuelle, je dirais, au niveau des étudiants, c'est l'éco-anxiété. Et il n'y a pas de meilleur remède à l'éco-anxiété que l'action. L'action, elle exige qu'on soit capable de mesurer les progrès qu'on fait. Alors, la précédente, s'il vous plaît, la précédente nous donne des enjeux qui sont présents, qui sont savoir comptabiliser, vivre avec des acquis qui sont souvent des bâtiments, on en a parlé plusieurs reprises, et de trouver des moyens de compensation crédibles parce que lorsqu'on a réduit sur les universités, il en reste toujours des émissions résiduelles et il faut être capable d'avoir une bonne façon. En revanche, il y a beaucoup de bénéfices à faire de la carboneutralité. Ces bénéfices-là sont des incitatifs à l'efficacité énergétique, une mobilisation des personnes, du personnel et des étudiants, puis une émulation institutionnelle. On peut donc se lancer des défis entre campus, entre institutions, pour qui sera capable de montrer les meilleurs résultats. Mais pour ça, il faut être capable de les mesurer. La prochaine, les solutions qu'on a apportées sont des solutions qui sont liées à un cours universitaire qui se donne à distance sur la gestion des gaz à effet de serre, qui permet de savoir quantifier selon les normes internationales. Donc, n'importe quelle institution peut se doter. Je pense au Cégep du Vieux-Montréal, par exemple, qui a inscrit un membre de son personnel pour qu'ils puissent prendre en main leur propre carboneutralité. On a aussi un programme court complet sur ce sujet-là et on a des calculateurs d'émissions qui sont, disons, qui permettent d'aller chercher l'empreinte carbone d'un événement, l'empreinte carbone d'une personne, l'empreinte carbone d'une institution. Donc, en conclusion, je dirais que, encore une fois, le seul remède à l'éco-anxiété, c'est l'action. Et cette action-là, il faut la faire ensemble, mais il faut la faire avec des outils qui nous permettent de mesurer les progrès et de les discuter et de les diffuser largement. Merci.